Salut, bienvenue sur Djanjo, votre podcast qui vous connecte avec les personnalités qui vous inspirent au quotidien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je reçois un architecte de formation. Il est entrepreneur depuis 2014. Avec sa société Kondia Sarl, il façonne les villes de demain au Mali et un peu partout en Afrique en alliant vision, exigence et concrétisation. Dans ce nouvel épisode, on parlera surtout de métier, de conviction, mais aussi de rêve. C'est d'un homme qui construit avec la tête, le cœur, mais aussi avec de la terre. Bonjour Suleiman. Bonjour, comment allez-vous? Oui, bien, merci. Et toi? Ça va, je vais très bien. Ok, merci et bienvenue dans le podcast Djanjo. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent? D'accord, merci. Je me nomme Suleiman Jai, PDG de la société SGKS Kondia Sarl, Société Générale Kondia Sarl. D'accord. Oui. Ok, Solo, là dans le podcast Djanjo, on va beaucoup parler de parcours, mais bien avant, j'aimerais ressasser un peu ton parcours scolaire, comment tu as évolué et jusqu'à ce que tu arrives au domaine aux études de l'architecture. D'accord. J'ai débuté ici au Mali à l'école du Progrès, Okay. à Faladia Sema. D'accord. Et après, j'ai évolué au Canada. D'accord. Durant mon cycle d'architecture. Et c'est là que tu as commencé à faire des études d'architecture ou bien avant, c'était un projet qui était mûri dans ta tête ou tu n'avais pas du tout connaissance avant de partir? Bon, c'était un projet, je dirais pas mûri, mais c'est les parents qui m'ont amené à aller dans ce sens-là. J'ai fait un bac sciences et après j'ai été vers la formation d'architecture. Bon, j'avais déjà quelque chose en tête concernant tout ce qui touche le bâtiment. J'avais déjà un cœur dessus. J'aimais voir les belles maisons, ainsi de suite. C'est là où est venue l'idée d'aller vers cette formation-là, mais à l'aide des parents toujours qui m'ont poussé à aller dans ce sens-là. D'accord. On sait que les études d'architecture, c'est quand même difficile. C'est un peu comme la médecine. C'est beaucoup d'années d'études, surtout au Canada. Là, comment tu as pu faire? Quels ont été les facteurs qui ont fait que tu es arrivé au bout de ton cursus? Bon, je dirais tout simplement, c'est la persévérance. Parce qu'au début, c'était pas du tout évident. Il y avait trop de calculs, trop de devoirs à faire. On commençait du matin, ça ne terminait jamais. Par moments, c'était compliqué de comprendre parce qu'il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup de signes et il y a beaucoup d'informations à aller chercher. Donc, c'est comme un cahier, comme un livre, là où on doit apprendre chaque jour parce qu'il y a des manuels de construction, il y a des codes de construction. Donc, on est obligé d'aller vers ces codes-là, comme les avocats, donc comme les magistrats aussi. Donc, nous sommes obligés d'aller suivre ces informations parce que c'est grâce à ça qu'on arrive à connaître les règles de l'art aussi, de la construction, à maîtriser. Et bon, c'est un livre quand même je dirais, d'une centaine de pages. Hein? Ouais. Donc, il y a trop d'informations, trop d'éléments. Donc, au fur et à mesure, ça devenait de plus en plus intéressant. Et je commençais à aimer vraiment ce métier, mais toujours avec l'appui des parents. D'accord. Mais plus on part, plus beaucoup relâche, comme tu me l'as dit en back-off. Mais toi, tu reprends plus de goût. Quel a été ton leitmotiv pour arriver jusqu'au bout? Bon, ma force, c'était déjà les parents. Surtout ma maman, Aïssata. Qu'on salue de passage. Bonjour. C'est ça que je salue toujours. Bon, elle s'est battue réellement pour que je puisse évoluer. Et en pensant justement à ça, à elle, donc ça me motivait encore plus. Mais au fur et à mesure que j'avançais tranquillement, j'apprenais à aimer ce métier et à évoluer. C'est vrai que c'est lors de la formation, on était une vingtaine, mais à la fin, on n'était que juste 5. Dans la formation pour vous dire à quel point c'est complexe. C'était dur. C'est très, très complexe. Surtout avec la fraîcheur. La fraîcheur, c'est pas au Canada, c'est des mois. C'est des mois. Donc, on traverse le soleil, on se bat pendant la période hivernale. Ouais.
et la période des tempêtes aussi, donc c'est pas du tout facile. Donc, et par moment, le professeur pouvait nous donner également des devoirs à faire qu'on devrait ramener à la fin du mois. Et par là, bon, c'était tout autre chose, hein, parce que tu t'apprêtais à venir montrer un devoir que tu as préparé un mois en avance et tu te rends compte que le professeur te met un 0, 1 sur 20 ou 5 sur 20. Donc, ça demande beaucoup de courage et de réflexion parce que c'est pas du tout donné. D'accord. Mais dans ce podcast, on parle beaucoup à la jeunesse, à une jeunesse africaine, de la diaspora, mais aussi la jeunesse qui est présente en Afrique. Quand de par ce que tu viens de raconter, est-ce que en quelque part, on veut pas se dire que parce que tu as eu l'opportunité, il y a d'autres aussi qui ont eu l'opportunité, mais qui sont pas arrivés au bout. La preuve, vous étiez 20 au début, mais à l'arrivée, il y a que 5. Mais est-ce que ce côté appui parental, c'est ce qui t'a permis de devenir l'homme que tu es aujourd'hui, ou quel a été le plus que toi-même tu as apporté? Oui, effectivement. Bon, je dirais c'est grâce à l'éducation des parents, hein, parce que je me dis que c'est bien. J'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient faire autant de choses, mais qui n'arrivent pas. Mais c'est parce que en arrière, il n'y a pas cet outil-là. L'outil, c'est les parents. C'est d'avoir quelqu'un sur le dos qui puisse te guider. Bon, grâce à Dieu, j'ai eu des parents formidables. La maman me poussait toujours, elle est toujours impliquée. Elle est tout le temps en arrière de nous tous, moi et mes frères. Donc, c'est grâce à ça, je dirais que j'ai pu arriver là où je suis. Donc, il faut une éducation vraiment structurée afin d'aider et de permettre aux jeunes de réussir et d'aller plus loin. Parce que malheureusement, ici, la jeunesse est vraiment influençable facilement pour aller autre part. D'accord. Dans d'autres secteurs d'activité et qui ne mènent nulle part. D'accord. Mais ça fait le deuxième personnage que je viens de prendre dans cet épisode. L'un, il était en France pour ses études, après il est revenu au Mali. Toi, tu étais au Canada, après tu as décidé de revenir. Toi, quelles a été les circonstances qui a fait que tu as décidé de rentrer définitivement au Mali et faire bénéficier ce pays et l'Afrique tout entier des connaissances que tu as pu apprises au Canada? Bon, j'avais l'idée ma motivation, c'est d'être partout en Afrique de l'Ouest. L'idée, c'est de voir Kondia Sall partout en Afrique. Donc, ma première motivation, c'était ça. Non seulement de venir et contribuer au développement de mon pays, parce que je peux dire, grâce à Dieu, nous employons pas mal de personnes. Donc, on arrive à créer de l'emploi. Donc déjà, c'est très bien. Donc l'idée de base en rentrant au pays, c'est de faire découvrir nos talents aux jeunes et de faire voir à tout le monde que tout est faisable aussi. La construction, c'est quelque chose, c'est pas du tout donné à tout le monde et il faut beaucoup apprendre de ce métier-là. Donc, et à partir de là aussi, en voyant les maisons de l'urbanisation à Bamako, donc c'est pas comparé au Canada. Est-ce que tu vois dans les autres pays? Techniquement, on veut vraiment changer le pays, qu'on voit le Mali comme les États-Unis d'Amérique. Pourquoi pas un jour? Un jour, on l'espère en tout cas de tout cœur. Donc l'idée c'était ça, de venir transformer le pays à travers ce qu'on sait faire. Donc ça demande beaucoup d'implication, beaucoup de formation. Parce qu'au Canada, nous sommes équipés. Ouais. On a tout ce qu'il faut. Mais ici, à Bamako, par exemple, pour un jeune maçon, bon, tu vas lui dire de tracer ceci, cela, il viendra à l'œil, il va regarder, non, c'est droit. Ils vont prendre des cordes et puis voilà. Alors que là, maintenant, nous sommes outillés. Donc, en rentrant, je suis venu avec les outils pour faire découvrir aussi la technologie nécessaire afin de construire, mais pas seulement de construire pour construire, mais que ça soit solide, durable et esthétiquement joli. Quand on passe quelque part, qu'on voit que c'est un boom, ça te fait. Donc, c'est pour faire voir et ça. Et aussi qu'on dira que c'est un Malien qui l'a fait. C'est un Malien qui l'a fait. Donc, justement, c'est le but. D'accord. Mais faire des études en architecture, bâtir des maisons, des projets solides et durables, c'est bien. Mais aussi décider d'entreprendre, ça, c'est autre chose.
qu'est-ce qui t'est venu, comment c'était venu l'idée de créer ta société et d'évoluer de par tes propres ailes? Bon, depuis mon jeune âge, moi, j'ai toujours aimé entreprendre. Je ne sais pas d'où je sors ça, mais j'ai toujours voulu. On dit que les entrepreneurs ont ces fibres-là de voir ce que les autres ne voient pas. Exactement. J'avais ça, je dirais pas dans le sang parce que mes parents sont plus politiques un peu et autres, mais j'avais toujours aimé entreprendre. Donc déjà de base, donc j'ai une facilité et de gérer certaines situations. Donc je regardais beaucoup, je m'informais beaucoup sur la plupart des gens, sur la plupart des très très grands entrepreneurs, ainsi de suite, comme je dirais les Dangote et autres. Donc ça m'inspirait beaucoup. Donc l'inspiration aussi venait de là, mais je cherchais toujours l'information de gauche à droite pour on apprend toujours. D'accord. Apprendre pour réussir. Mais le retour, est-ce que ça a été plus ou moins facile ou difficile? Comment une fois arrivé à Bamako, la création de société, par quoi tu es passé? Quelles ont été les étapes les plus marquantes? Bon, c'est déjà, bon, je dirais, quand on vient dans un pays, c'est tout autre chose, hein, parce que là, déjà, les gens ne te connaissent pas. Personne ne sait ce que tu fais, ce que tu entreprends, qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que au début, c'est des personnes sérieuses qui sont là donc il y avait beaucoup de difficultés, mais par ailleurs, pour me différencier des autres, avant de venir à Bamako, je me suis apprêté dans le sens où on a eu à faire déjà le site web pour mettre autant de projets possible parce que les gens sont visuels, et ça m'a beaucoup aidé. Et à partir de là, lors de la création, d'où l'importance du digital. Je dirais il faut ça impérativement. Sans ça, je pense que... Bon, pour les jeunes qui nous écoutent, prenez l'exemple, hein. Le digital, c'est pas quelque chose à négliger vraiment, c'est un atout dans ce métier en tant qu'entrepreneur. Surtout dans un monde très, très connecté, ultra connecté. On fait face à d'énormes difficultés. Donc, il faut réellement aller dans ce sens-là. Et je conseille vivement à la jeunesse de penser et d'aller plus dans ce sens-là. D'accord. Mais en fait, tu es revenu, tu as pu t'installer. Et le premier projet, comment c'est venu? Le premier projet, je dirais, c'est un ami qui m'a confié son premier projet. Et voilà, pour un premier projet, bon, après, on a eu à signer un contrat, pour la première fois signer un contrat. Et par là, j'ai appelé les parents, je les ai envoyés des sous. Ils étaient, voilà. Ils étaient contents. Ils étaient très contents. Et par ailleurs, c'est là où j'ai réalisé que je suis en train de faire quelque chose. En quoi faisons? Quel est ce côté, le tic? Ce tic-là, parce que au début, je me disais que j'allais à partir de rien. Et j'avais ce pouvoir de pouvoir montrer, par exemple, au monde qu'on pouvait faire beaucoup de choses dans la vie d'un entrepreneur, surtout dans le côté architecture, designer, construction. Ça a commencé par là. Et c'était pas du tout évident la première construction parce que c'est sûr que bon, on fait face à des maçons, voilà, qui n'ont pas les mêmes mentalités que toi. Donc ça rend encore plus la chose compliquée. Donc il fallait être tout le temps en arrière, aller vérifier est-ce que c'est le type est-ce que c'est le type de barre de fer d'armature qu'ils ont mis, est-ce que les murs sont droits, ainsi de suite, est-ce qu'ils ont creusé les semelles comme il faut, ainsi de suite. Donc il y a eu tellement de difficultés que c'est devenu, voilà, je dirais, bon, par moment, ça te décourage, mais à partir du moment où tu vois les sacrifices des parents et que c'est un travail que tu aimes, donc tu ne peux que t'adonner à ce travail-là. Donc c'est là où est venue ma force de passer plus à l'information, plus à la formation, et afin d'évoluer, parce que ça ne sert à rien de prendre par exemple un employé et bon voilà reprendre
licencier et reprendre d'autres maçons, ainsi de suite. C'est toujours mieux de les former pour avancer. Par la suite, c'est ce que j'ai compris et je suis allé dans ce sens-là. Ça veut dire que depuis la création de la société, tu avais une vision. J'avais déjà une vision et c'est les mêmes maçons, les mêmes électriciens, les mêmes plombiers que j'ai. Donc, ça veut dire que depuis 2014 à nos jours, plus de 10 ans 10 ans qu'on a les mêmes. Donc, je me suis créé une équipe forte et ils savent comment nous voulons avancer, évoluer. Donc, ça m'a facilité beaucoup de choses. D'accord. Bah, à travers ce projet, comme on le dit, le Love Partner ou le Love Money, ce projet d'un ami, aujourd'hui, tu as dépassé la dimension régionale. Tu passes un peu partout en Afrique, Afrique centrale. Pour toi, qu'est-ce qui a fait tout ce que Kondia Sarl Souleymane, quand on parle de toi, que c'est déjà une image sûre que ça sera un projet viable et esthétiquement joli? Bon, en réalité, c'est à travers, je dirais, déjà la compétence, les réalisations que nous sommes en train de faire un peu partout, et c'est de bouche à oreille. Parce que généralement, la communication est tellement... Ça, c'est une réalité purement malienne ou africaine? Bon, c'est ça. Je vais dire les deux. Okay. La communication est tellement, voilà, allez, c'est de bouche à oreille que les gens arrivent à nous voir, à percevoir nos réalisations et à parler entre eux. Donc, ça fait que nous arrivons maintenant à dépasser les frontières parce que nous sommes un peu, grâce à Dieu, maintenant, nous sommes à Abidjan, Dakar, Gambie, Congo, nous sommes allés au Congo et un peu partout. Donc, nous arrivons à faire beaucoup de réalisations et on a de très bonnes références aussi de construction. Donc, ça nous aide encore plus à évoluer dans ce domaine. D'accord. Avec toutes ces années d'expérience, y a-t-il une réalisation particulière qui t'a plus marqué? Et quelle est la plus grande réalisation que tu as fait à nos jours? Bon, notamment en termes de chiffre d'affaires, en termes d'esthétique, en termes de moyens déployés. Qu'est-ce que tu retiens? Bon, je retiens que, toutes nos réalisations sont extraordinaires. Toutes les réalisations sont particulières. Parce que, on a des petites touches de gauche à droite. Bon, ça peut nous mettre un tic, par exemple, sur des bâtiments LED. Tu peux apercevoir maintenant, on arrive à mettre nos signes sur les bâtiments. Ça veut dire en mettant des LED, des lumières tout autour du bâtiment, créant des designs. Donc, de loin, on arrive à percevoir, est-ce que c'est pas un bâtiment de Kondia Sarl? Ok. Donc, ça, c'est une touche particulière. Une touche particulière qu'on voit nulle part. Donc, on a commencé avec ça. Donc, ça fait que, au fur et à mesure, nous commençons à donner une sorte une nouvelle dimension à la chose et se départager des autres. D'accord. Mais ton plus grand chiffre d'affaires à nos jours? Bon, j'ai construit les immeubles, donc c'est sûr que c'est les immeubles c'est les immeubles, parce qu'en termes d'immeubles, ça c'est sûr, on touche les milliards automatiquement. Combien de milliards à peu près? Bon. Si c'est pas un secret, il faut pas que les Maliens viennent me chercher. Non, après on pourra les expliquer. Mais ça, c'est juste pour donner une image, parce que de quelqu'un qui a quitté le Canada, il a décidé de faire le pari, de revenir en Afrique. On sait tout ce qu'on dit de l'Afrique, c'est un continent qui n'avance pas, mais quelqu'un qui a décidé de tout plaquer, de venir confronter à la réalité, faire bouger les lignes. Attendre aujourd'hui qu'il fait des milliards de chiffres d'affaires en francs CFA, c'est quand même énorme. C'est inspirant pour la jeunesse, et d'où l'importance d'où pourquoi j'ai demandé comme ça pourra inspirer d'autres jeunes à revenir encore plus. Je pense que c'est comme ça qu'on peut construire l'Afrique, pas de façon architecturale, mais en termes de PIB, de croissance et tout ce qui va avec. Pour ne pas donner un chiffre exact, mais je peux dire ça touche les milliards. Voilà. C'est qui est sûr. Okay. Voilà, c'est pour dire tout simplement qu'on peut aller même au-delà, parce que même en construisant par exemple en construisant des usines, ça a plusieurs coûts également. Donc c'est sûr que vraiment c'est vraiment inspirant, et non seulement pour par exemple la jeunesse, mais pour moi, parce que je me dis que j'ai pu réaliser quelque chose. Même demain, si j'arrêtais ce travail, je suis fier, je me dis être fier de mon parcours. Et
c'est le plus important pour moi. C'est pas l'argent, c'est de voir mon parcours en tant qu'entrepreneur et étant jeune, parce que je ne suis pas aussi âgé que ça. Je viens à peine de commencer les trentaines. C'est ça, les trentaines. Donc, c'est sûr qu'en voyant mon parcours, déjà, je suis très fier et je me dis être loin dans les années à venir. D'accord, Inch'Allah, c'est le moins qu'on peut te souhaiter. À travers cela aussi, la notoriété c'est venu. Maintenant, tu travailles avec plusieurs personnes. Tu as travaillé avec plusieurs personnalités de renom, que ce soit au Mali, mais un peu partout en Afrique. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un projet qui est confié par des grandes stars dans un pays? Ça peut être qu'une fierté, je dirais. Ça peut être qu'une fierté. De voir, par exemple, je travaille beaucoup avec les joueurs de football comme Amari Traoré, Adama Traoré qu'on appelle Malouda, Ibrahim Koné, Amidou Traoré, ainsi de suite, Kiki Kouyaté. J'ai travaillé avec pas mal de choses, j'ai collaboré ou même discuté avec eux. Le simple fait de se dire même un bonjour, donc c'est quelque chose. Ça veut dire que en travaillant ou en me confiant un projet de ce type d'envergure, je ne peux qu'être fier aussi, mais parce qu'ils ont eu confiance en moi pour me confier leur projet. Et il est de mon devoir de leur voir ou de les apporter cette petite joie et de voir qu'ils sont entre de bonnes mains. Tout simplement. Mais mais tu es venu en Afrique, on sait qu'au Mali, la construction, comment elle se faisait avant de partir au Canada, tu as eu l'occasion de le voir. Aujourd'hui aussi, tu le vois. Nos constructions, ils sont pas, là, on parle de construction durable, mais avant nos constructions, nos grands-parents, et c'était en banco, c'était encore plus cool parce que côté climatique, ça va. Mais dès lors qu'on est rentré dans le monde du ciment, tout ce qui va avec la construction, ça a commencé à changer. Quelle est toi ta vision par rapport à tout ça? Bon. Je dirais c'est normal parce que il y a l'évolution des matériaux de construction. Avant les bancos, bon, c'est vrai que en banco c'est dur, c'est bien, mais maintenant nous arrivons avec l'évolution de la technologie, nous arrivons un peu à moderniser les choses. Maintenant, bon, avant, je dirais qu'il fallait prendre un seau de ciment, un seau de sable, un seau de gravier, un seau d'eau mélangé pour faire des maisons. Et là, maintenant, grâce à la technologie, nous arrivons à calculer, à faire des calculs, de charge, à voir à quelle fréquence, à quel niveau, par exemple, construire, si on veut faire la fondation, à calculer le nombre de briques, et voir les qualités des briques, parce que maintenant nous arrivons à avoir des briques faites à l'usine et ça réduit énormément je veux dire les charges, non seulement les charges, je veux dire en termes de dégâts, parce que là il y a moins de dégâts et c'est clean, c'est propre et ça nous permet d'avancer rapidement. Quelqu'un qui prend les briques à l'usine et quelqu'un qui le fait manuellement, ça ne donne pas les mêmes finitions. Et c'est sûr que pour un entrepreneur, voir un truc propre et installé sur le chantier, ça rend facile la réalisation. Et maintenant, par ailleurs, auparavant, nos parents n'avaient pas de galons à mesurer, c'est les mètres. Comme on le voit. Comme on le voit ici, d'ailleurs. Nous avons eu la chance d'avoir des lasers. D'accord. Des lasers qu'on arrive à faire les mesures, les dimensions et à voir tout simplement l'état avoir par exemple à calculer les murs, à voir si c'est droit à partir des lasers ou pas. Bon, eux, ils n'avaient pas tout ça auparavant. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, nous, on a pu avoir ça pour nous faciliter à faire des constructions et dans les normes, parce que qui parle de construction, on parle de normes. Et avant, il y avait pas, les parents ne respectaient pas les normes aussi. Et maintenant, nous arrivons à venir suivre les normes et pour non seulement la sécurité de la population. Mais en parlant de tout ça, normes, mesures, en fait, est-ce que dans un pays où déjà, excuse-moi du terme, mais on s'en foutait un peu de tout ça, est-ce que là, toi, tu deviens audible en tenant ces genres de propos?
Oui, parce que les maisons sont en train de tomber. Donc, techniquement, les gens commencent doucement. On est dans un pays là où les gens commencent doucement il y a un éveil de conscience et les gens commencent à mesurer l'ampleur, par exemple, de la construction, parce que qui parle de construction parle de vie. Une mauvaise construction peut amener des pertes de vie et c'est en suivant les normes qu'on s'assure que la maison est non seulement fiable et garantie pour risquer moins de vie possible. D'accord. Mais là, toi, dans ta philosophie de construction, il y a la modernité conjuguée assez déjà présent. Mais entre-temps, moi, quand on regarde, par exemple, vers Djenné, Tombouctou, et même à Ségou, à Sikasso, il y avait des constructions de par nos grands-parents, nos aïeux, qui étaient formidables, mais qu'on ne voit plus dans la capitale. Est-ce que pour toi, il faut pas changer, à repenser ces modèles de construction ou il faut partir vers de constructions encore plus modernisées? Bon, on ne doit pas, je dirais, on ne doit pas fermer les yeux totalement sur sur les constructions d'auparavant. On ne doit pas fermer totalement les yeux dessus parce que, par exemple, la mosquée de Djenné, elle est très, très solide. Exactement. Et c'est fait en terre cuite. Et généralement, c'est possible de construire des maisons en terre cuite parce que à l'intérieur, par exemple, de la pièce, on voit que c'est vraiment, comment je vais prononcer ça? On voit que il y a une petite fraîcheur dedans. Ça conserve la température. Ça conserve la température. Les briques, on appelle même les briques en terre cuite. Ouais. Généralement, il faut penser à aller dans ce sens-là aussi. Donc, c'est pour faire voir à la population que il faut toujours pas fermer l'œil sur la construction d'auparavant. Aujourd'hui, quand on parle construction, quand on parle design, architecture, il y a d'autres notions qui viennent s'ajouter, notamment l'écologie, la construction durable. Pour toi, comment vous arrivez à rimer entre ces deux notions? Et selon toi, c'est quoi une construction durable? Une construction durable, et quand on parle en termes d'écologie, c'est de réduire au maximum son impact sur l'environnement. Les impacts sur l'environnement, parce que maintenant, c'est pourquoi dans la plupart de nos projets, nous arrivons maintenant à mettre des plantes pour faire non seulement donner l'esthétique, mais que ça soit bien pour l'écologie, parce que j'ai remarqué que ici à Bamako, il n'y a pas assez de bâtiments fait avec, par exemple, des arbres. Et non seulement ça donne la fraîcheur, qui parle d'écologie, et même il faut chercher à aller plus dans ce sens-là aussi pour avoir moins d'impact environnemental dans le système de la construction. D'accord, mais au Mali, en fait, il y a la température aussi qui joue un peu sur la construction. On sait que chez nous, les constructions sont plus en ciment et il fait très très chaud au Mali et certaines fois, quand tu rentres dans des maisons, c'est un peu chaud. Quelle est la solution que toi tu proposes à ces genres de construction? Bon, pour ce genre de façon générale. De façon générale, je veux dire, généralement les gens ne mettent pas assez de crépissage et d'enduit. Généralement au Canada, on a des coupe-feux qu'on appelle parce que les maisons sont faites en bois. Donc, il faut mettre des coupe-feux, voilà, pour isoler. Il faut faire plus d'isolation. Maintenant, pour y remédier. Ici, les gens ne pensent pas à tout ça. Ils se disent, ils mettent des briques, voilà, ils font n'importe quoi. Donc, c'est sûr que sur du long terme, la maison ne va pas sentir bien comme de l'air. Il va pas avoir la circulation d'air. Et exactement, il faut appuyer là-dessus parce que quand on parle d'isolation, les gens n'arrivent pas à comprendre. L'isolation, c'est juste la circulation d'air à travers. Exactement, il faut la circulation d'air à travers la pièce. Même dans des maisons, par exemple dans les salons, il faut avoir l'entrée d'air et puis une sortie d'air. Et il y a des dimensions pour les fenêtres. Ouais. Donc, c'est normal d'avoir, c'est pourquoi j'insiste toujours sur le fait qu'il faut aller dans le sens de l'encadrement où nous arrivons à voir les dimensions entre, par exemple, les fenêtres. Il faut savoir que quand
il y a une longue portée, il faut des fenestrations pour avoir assez d'air et des entrées d'air et puis des sorties d'air afin de faciliter euh, afin de faciliter la circulation dans la maison et aussi la personne soit bien dedans pour éviter aussi autant de chaleur dans une maison. D'accord. Mais quand on voit tes projets de Condiasal, des fois, on est un peu effrayé. On dit, est-ce que ça, c'est pas des projets faramineux? Et des fois, les jeunes débutants comme moi, est-ce que Condiasal propose des solutions de construction à moindre coût? Parce que quand on voit des projets, on se dit quand même. Condiasal propose des solutions à tout le monde. Le but, c'est de travailler avec tout le monde. Nous ne sommes pas là juste pour les personnes qui ont plus les moyens, mais un peu tout le monde. Par exemple, j'ai eu à travailler avec une dame qui m'a beaucoup marqué. Elle prenait les sous en faisant les tontines. Donc, qui parle de tontines, les sous ne rentrent pas directement. Mais on est arrivé à construire une petite maison bien moderne, jolie, pas assez chère. Bon, et puis, l'avantage qu'on a, on peut aller étape par étape. C'est possible de faire les paiements étape par étape. Parce que j'ai fait l'extérieur, je sais que c'est pas du tout évident à tout le monde de sortir le cash tout d'un coup. Donc c'est comme de l'autofinancement en quelque sorte, mais on part tranquillement et non seulement on aide la personne à réaliser ses rêves, mais voilà, tout en respectant aussi le budget et faire savoir à la dame que ce n'est pas seulement de la construction, mais de l'accompagnement de bout jusqu'au bout. Et c'est pourquoi on a tablé sur tout le monde, la diaspora, les gens de la diaspora, les personnes voilà qui ont des moyens, même ceux qui sont en bas. Donc nous arrivons à des constructions luxueuses et modestes en même temps. C'est ça, modeste. Généralement, nous proposons même 3 types de design. 3 types de design moderne, je veux dire 3 types de standing aussi, 3 types de standing, standard, moyen et luxe. Donc ça va dépendre par exemple à la personne de choisir selon les moyens. Donc si tu veux avoir une maison standing luxueux, donc il y a ce prix-là. Et si tu veux avoir également une maison de standing moyen ou standard. Donc c'est pour permettre aux gens de se situer et de voir que c'est faisable, mais tout en respectant leur budget. Mais est-ce que tu as été déjà confronté à quelqu'un qui a payé pour un modèle standard et qui a des exigences pour un modèle de luxe? Bien sûr, plus tout le temps. Mais avec ce genre de clients, comment tu arrives à mieux te situer? Bon, généralement, c'est leur faire comprendre le coût des matériaux. Bon, tu sais, c'est un peu facile aussi parce que lors du devis, moi, je fais un devis détaillé. Donc, à partir de là où la personne n'arrive pas, pense autrement, on peut ressortir le devis et c'est facile pour moi et pour la personne de comprendre, voilà, si ta maison a un coût, voilà, nous rentrons dans les matériaux. Donc, je fais voir à la personne, voilà, c'est ce type de carrelage que tu as pris et c'est visible, c'est vérifiable. Voilà, donc c'est ce type de standing que tu as pris et on voit le prix sur chaque matériau et c'est facile à vérifier également. D'accord, donc ce qui veut dire qu'avec Condiasal, il faut s'attendre à beaucoup de transparence dans la construction. Exactement, parce que nous allons bout en bout. Ça veut dire que le devis est vraiment détaillé et vérifiable. C'est sûr que si le prix d'un ciment c'est 125 000 par tonne, tu verras sur le devis 125 000 par tonne. D'accord. Mais entre-temps, qu'est-ce qui est plus compliqué dans votre métier d'architecte? Que ce soit dans la formation, dans la pratique, mais surtout dans un contexte où tu te retrouves en Afrique à essayer de faire changer, bouger les lignes en proposant d'autres visions de la construction que les gens n'ont pas vues. C'est la mentalité. La mentalité africaine, parce qu'ici, les gens ne sont pas trop ouverts d'esprit. Donc, on fait face à beaucoup de personnes qui n'ont pas, malheureusement, cette ouverture d'esprit. Donc, ça fait que ça complique le projet. Parce que là, il faut amener, moi, je suis patient. Je reste toujours à l'écoute. Je suis attentif aux clients. Et donc, j'arrive à les faire comprendre aussi un peu pour m'aider à pouvoir réaliser ce qu'ils veulent faire.
mais c'est pas du tout évident parce que il y a beaucoup de difficultés, non seulement les personnes, mais aussi les employés. Parce qu'ici, à Bamako, on n'a pas le choix que de suivre, de faire des suivis réguliers. Donc, tu peux dire à un employé de faire ceci, cela, mais en le laissant le faire, bon, tu te rendras compte que voilà, ce n'est pas fait comme tu le voulais, mais à sa manière. Donc, il faut beaucoup de formation. Il a fallu faire beaucoup de formation. Par ailleurs, moi, mes employés, je les ai donné, par exemple, des lasers et je les ai outillés un peu pour pouvoir aller prendre les informations adéquatement. Mais bon, après, je me rends sur des chantiers pour vérifier, voir est-ce que ils ont leur laser par hasard. Donc, si au cas où malheureusement tu n'as pas tes lasers, ça c'est une sanction. tes lasers, je te dis d'aller chercher. Ok. Peu importe si c'est à la maison ou ailleurs. Donc, la personne ira chercher et revient sur le chantier me retrouver et tu me présentes tes lasers. Après, je le prends et après, voilà, c'est de l'auto-formation tout simplement parce qu'ici, c'est pas du tout évident. D'accord. Mais entre-temps, pour toi, par ton niveau d'expérience, quels sont les prérequis pour devenir architecte? Les prérequis, il faut aimer étudier. Il faut beaucoup de courage et de persévérance dans ce métier et être curieux dans l'apprentissage, beaucoup de curiosité et il faut chercher toujours les informations et maintenant essayer de maîtriser ces informations-là parce que sans ça, je dirais que ce métier-là n'est pas fait pour vous. Il faut aimer être architecte pour pouvoir le faire, tout simplement. Parce que sans ça, c'est très compliqué. C'est un métier où nous plongeons dans des dimensions incroyables pour pouvoir donner, pour pouvoir répondre aux exigences des clients et leur montrer que voilà, ils sont en de bonnes mains. D'accord. Mais entre-temps, c'est quand même aussi de la passion. Est-ce qu'en sillonnant les rues de la capitale, notamment à Bamako, les villes que tu passes, je vais prendre l'exemple seulement de Bamako, est-ce que ça t'arrive de repenser, de revisualiser les monuments que nous avons ici? Bien sûr, partout. Même Koulouba, je veux détruire et refaire. Est-ce que c'est des projets que tu as déjà proposés au gouvernement? Est-ce que ça t'est arrivé à un moment donné de faire un projet concret sur un monument quelconque à Bamako ou sur une rue? L'architecture que tu veux proposer, est-ce que tu as eu des discussions avec les décideurs de qu'est-ce qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui? Bon, pas encore, mais j'ai beaucoup de projets à venir. Bon, c'est dans mes projets parce que je vois les logements sociaux. Bon, c'est des logements que je ne trouve pas assez bien pour le prix qu'ils offrent. Bien, c'est-à-dire? Je vais dire, c'est pas au top comme on veut, mais je pense que construire un bâtiment, ça veut pas forcément dire mettre autant d'argent. On peut faire quelque chose de bien à moindre coût. Donc, je trouve que on peut s'améliorer dans ce sens-là. Et j'ai beaucoup de projets qui sillonnent les décideurs, les gens qui décident. Donc, généralement, par ailleurs, par exemple, les gens de la diaspora sont plus à la recherche de cités, des mini-cités. Exactement. Très bien, pas trop luxueux, conforme, sécuritaire. Et généralement, on veut répondre à ce genre de critères-là. Les monuments, par exemple, je vois que nos palais, nos infrastructures, bon, ça date il y a longtemps. Il y a beaucoup d'améliorations à faire à ce niveau-là. Donc, c'est sûr qu'au fur et à mesure, voilà, on vient tranquillement, mais sans trop se bousculer parce que on a du chemin à faire à Bamako et nous sommes jeunes. Donc, on va juste demander la santé et une longue vie pour pouvoir venir répondre à ces critères-là. D'accord. Mais tu as parlé de santé, et après le reste vont s'en suivre. Mais comment tu vois l'avenir du Mali côté urbanisme dans 10, 15 ou 20 ans? Bon, présentement, je dirais qu'il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. Parce que il faut déjà, bon, je vois qu'ils sont en train déjà de faire des chemins, c'est très bien. Qui parle d'investisseurs, parle d'infrastructures. Il faut déjà attirer les investisseurs en ayant plus d'ouverture, plus d'investisseurs, plus de routes. Donc, c'est la première étape, c'est l'infrastructure, revoir ça parce que la population
il y a une forte population, il y a beaucoup de circulation, mais il n'y a pas de route. Pour aller d'un endroit A à un point B, c'est très, très compliqué. Donc, il va falloir penser déjà à faire des ouvertures. Donc, déjà, je vois que ils ont déjà commencé à créer des ouvertures, mais malheureusement, il y a beaucoup de sacrifices parce qu'il y a des maisons sur les routes à cause, par exemple, sûrement de mauvaise gestion, sûrement des gens qui ont à tracer la carte du pays. Donc, c'est sûr qu'il va falloir qu'il y a pas mal d'habitants qui se déplacent pour pouvoir réaliser ce qu'on veut réellement faire pour ce pays-là. D'accord, mais entre-temps, de par ton expérience et ce que tu vis au quotidien, c'est quoi ta plus grande peur en tant qu'architecte, mais aussi en tant qu'entrepreneur? Bon, ma plus grande peur, c'est en tant qu'entrepreneur ou architecte, ma plus grande peur qu'on n'arrive pas à, à changer les mentalités pour évoluer. Parce que qui parle de changement parle toujours de sacrifices. Il faut des sacrifices, même pour pouvoir, si on veut développer un pays, il faut passer par beaucoup de difficultés. Malheureusement, il n'y a pas le choix de casser pour voilà renouveler et afin de donner ou afin de chercher ce qu'on veut tout simplement. D'accord. Mais il n'y a pas beaucoup de Souleymane Ndiaye pour former cette jeunesse, parce que toi, tu as eu à faire des formations. Côté formation, comment tu vois ce côté-là au Mali? Est-ce qu'il faudrait reformer les jeunes? Quelle est la solution que toi, tu te dis au fond de toi-même? Côté seulement construction, architecture. Oui, bon, avant de penser aux autres, il faut commencer par soi. C'est pourquoi moi, j'ai commencé avec 10 étudiants. Je veux créer une école de formation. Donc, pour ça, dans nos locaux, on a commencé les formations de pas mal de branches de la construction. Mais j'ai commencé petit à petit avec 10 personnes afin de les former et comprendre ce système-là aussi de formation et voir le besoin réel du pays. Et en fonction de ça, plus tard, j'ai comme objectif de créer une école de formation. Voilà, une école outillée, là où réellement on trouve vraiment tout ce qu'il faut afin de participer et afin que nos jeunes aussi arrivent à se débrouiller d'eux-mêmes afin qu'on puisse leur attribuer des projets et voilà, certifiés et puis voilà. D'accord. Ben, à nos jours, c'est quoi ta plus grande satisfaction? Bon, c'est déjà de commencer déjà à mettre ça en place, ce système en place. Et maintenant, voilà, on essaiera petit à petit de revenir un peu, voilà, vers les jeunes maintenant à l'école et autres. Ici, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de formation, il n'y a pas beaucoup d'outils. Les gens apprennent sur le tas et malheureusement, c'est ça qui fait défaut. Et maintenant, bon, c'est de revoir ce système-là, aller vers plus une formation technique parce que tout le monde n'est pas fait pour l'école, pour les longues études. Donc maintenant, c'est de recadrer les jeunes, mais il faut les outiller aussi. Qui parle de recadrage, parle d'outils, il faut les outiller afin qu'ils puissent aussi apprendre et aussi partager leurs connaissances aux autres et afin de pouvoir, voilà, évoluer dans ce domaine. D'accord. Mais est-ce que déjà ton jeune âge a été un handicap, un frein pour toi dans certains projets ou pas du tout? Non, présentement, pas du tout. Parce que ce n'est pas l'âge qui compte, mais c'est la connaissance. Exactement. La connaissance. Donc, à travers les discussions, à travers maintenant les projets qu'on a eu à défendre, on voit que voilà, il y a beaucoup de connaissances et ça met aussi la personne à l'aise et le client se sent protégé. D'accord, mais quels sont les retours généralement de tes clients avant et après chantier? Avant, après, ils sont éblouis. Il y en a même qui sont épatés, ils savent plus où mettre les pieds. Et à chaque fois, c'est cette joie qu'on arrive à les procurer, à leur donner plutôt, que on est satisfait de ce qu'on fait. On apprécie un peu plus le travail qu'on a eu à faire parce que le but, c'est un peu ça.
rendre joyeux et rendre fier surtout non seulement la personne, et puis voilà, on essaie de contribuer au développement, non seulement au développement, mais aussi un peu faire la fierté des parents. Parce qu'aujourd'hui, quand on se déplace pour aller dans la ville ou dans les centres commerciaux, les gens nous parlent de nous, on dit, ah, c'est Kondia Sarl, là, je vois tes projets. Donc, c'est une fierté, je dirais, pour nous, afin de donner cette belle image aux gens. D'accord. Ben, nous arrivons à la fin de cet épisode qui est très, très intéressant. Est-ce que tu as un message de fin pour la jeunesse, cette jeunesse africaine de par la diaspora, celle que nous partons pour les études après, qui veut le revenir et qui hésite à faire le pas, cette jeunesse qui est là, qui est sédentaire, qui bouge pas, qui essaie de se battre pour faire changer leur quotidien ici, et la jeunesse aussi, la part de jeunesse qui veulent faire de l'architecture comme Kondia Sarl ou créer une société comme Kondia Sarl. Je dirais tout simplement à la jeunesse de foncer, de ne pas baisser la tête, de foncer, de croire en eux et de travailler dur. En travaillant dur, on obtient tout ce qu'on veut. Il faut la persévérance, il faut aller auprès des connaisseurs, il faut aller à la recherche d'informations. Sans cela, nous sommes perdus. C'est comme si on se trouvait dans la jungle. Il faut toujours avoir des repères. Les repères, c'est de rapprocher un peu plus la vieille école, essayer d'apprendre un peu partout. Et voilà. Et je ne dirais qu'en faisant ça, bon, je pense qu'ils vont pouvoir réussir. Mais il faut beaucoup de persévérance et de courage, surtout. D'accord. C'était pour vous le Djando de Souleymane Ndiaye. Pour ceux qui veulent visiter Kondia Sarl, n'hésitez pas, ils sont disponibles ils sont présents sur Instagram et TikTok. Et merci beaucoup à vous de nous suivre dans cet épisode. Et si c'est ta première fois dans le podcast Djando, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et surtout de partager. Ça nous fera de bien pour vous apporter des invités de qualité au fil des temps que nous passerons ensemble. Merci beaucoup à vous et à très très bientôt.